Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc du coup la première partie du cours sur le devenir des médicaments. Donc là, ça y est, on commence à un petit peu attaquer dans le gros des cours du E8. On a quand même vu une grosse partie des cours. Là, voilà, c'est un cours qui fait suite au précédent et qui revoit beaucoup de notions qu'on a déjà vues. Donc pareil, je vous conseille d'aller voir d'abord les premiers cours du E8. Et normalement, il n'y aura pas de problème. C'est des nouvelles notions, mais comme je vous l'ai dit, si vous avez bien vu les précédentes, il n'y a pas de quoi se poser de problème. Et, euh, et voilà, donc c'est un cours qu'on fera en deux parties. Là, la première partie, je sais pas combien de temps à peu près elle va durer, mais je pense entre 10 et 15 minutes comme d'habitude. Et en deuxième partie, on fera là, du coup, la deuxième partie du cours. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et j'y répondrai sans aucun souci. Voilà. Donc on passe au premier au cours en fait. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous le retrouvez sur WhatsApp. Voilà, donc si jamais vous ne trouvez pas le cours, vous pouvez nous envoyer des messages, etc. Pas de souci, nous on vous donne les cours. Il y a pas de problème avec ça. Donc voilà, on va suivre de manière chronologique, notamment le sommaire de ce cours. Donc vous voyez qu'il est long quand même, hein. Il y a beaucoup de petits A, B, etc. Mais on va voir ça dans l'ordre et vous inquiétez pas, normalement tout va bien se passer. Donc, donc comme on le dit dans le cours, dans l'intitulé, on va voir le devenir du médicament. Donc vous savez, à chaque fois que vous prenez un médicament, il va suivre tout un tas de chemins, de processus, jusqu'à avoir une activité pharmacologique. Donc en fait, ici le but, ça va être de voir comment le médicament circule dans le corps, quelles sont les différentes barrières qu'il peut passer, comment on retrouve notre médicament à la fin de son administration, et on va voir un petit peu tout ce qui va être des paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Donc pareil, là, on vous les rappelle, ces deux termes qui sont essentiels pour cette matière-là. S'il y a deux mots à retenir, ce serait ça, je pense, c'est pharmacocinétique, pharmacodynamique. Alors, on va passer très vite dessus parce qu'on en a beaucoup parlé avant, mais c'est quoi la pharmacocinétique? La pharmacocinétique, c'est ce que l'organisme fait au médicament. Donc ça part de l'administration. Comment on va pouvoir l'administrer, les différentes voies, on va les voir. Ensuite, son passage dans le sang. Est-ce qu'il passe plus ou moins bien dans le sang? Et en fonction, on va adapter les posologies. On va adapter aussi la voie. Ensuite, sa diffusion dans les organes, avec les différents transporteurs, etc. Ça, on le verra après. Son métabolisme et son élimination. Donc ça va être tout ce qui va être de l'aspect pharmacocinétique. Et c'est un petit peu l'objet essentiel du devenir du médicament. Et ensuite, on a la pharmacodynamie, donc c'est ce que le médicament fait à l'organisme. Donc c'est l'action pharmacologique pure, en fait, à proprement parler. Mais ici, ça sera pas trop le cas, enfin, ça sera pas trop l'objet ici de ce cours. Ici, on va beaucoup parler de pharmacocinétique. On va parler notamment de ce système ADME qu'on verra avec les différentes phases. Et voilà. Donc, on va commencer tout simplement. Donc voilà. Donc, comme on dit dans le titre de ce cours, le devenir du médicament fait partie de la sphère pardon, de la pharmacocinétique. Donc voilà, donc on voit qu'on est bien ici. Donc voilà, on a d'abord le devenir du médicament, l'administration, le passage, la diffusion, etc. Donc en fait, c'est une suite chronologique. D'abord on administre, après on a un passage dans le sang plus ou moins en fonction des molécules. Voilà, il y a des molécules qui passent plus ou moins dans le sang, on verra pourquoi. Ensuite, on a la diffusion dans les organes, et voilà. Donc en fait, il y a plein de paramètres qu'on va prendre en compte, et on va arriver à la fin à l'élimination pour éliminer le médicament. Comme vous vous doutez bien, quand vous prenez un médicament, il ne va pas rester à vide en vous. Vous allez l'éliminer par différents processus qu'on va voir tout simplement. Donc, alors déjà, c'est très important de comprendre que la phase ADME, donc administration, distribution, métabolisation élimination, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc on a les modalités de transfert transmembranaire, donc ça on verra avec les transporteurs, de l'irrigation vasculaire des tissus, parce que au plus un tissu est irrigué, au plus le transport va se passer de manière facilitée. Donc ça vous en doutez bien, hein, un organe qui va être très peu irrigué, on aura très peu de chances que celui-ci soit concerné par une molécule qui va passer dans le sang, par exemple. Et à l'inverse, une molécule qui va passer dans le sang, et si on a un organe qui est fortement irrigué, on va voir une grande activité dedans. Donc c'est très important de penser à ça. Et après ça, c'est comme dans tous les processus, toutes les réactions chimiques qu'on voit, ça dépend des caractères physico-chimiques du médicament. Voilà, moi je vous conseille de vraiment retenir ce diapo qui est super bien fait. Et ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses.
Et en fait, on voit que quand on passe par une différentes administrations, donc là on a l'administration orale, celle qui est la plus majoritairement concernée lorsqu'on prend un médicament. Et donc voilà, on voit qu'il y a un premier passage hépatique, et ensuite ça passe dans le sang. Voilà. Et en fonction de ce premier passage hépatique, il y aura une fraction du médicament qui va être perdue, et on ne le retrouvera pas à 100% dans le sang. Contrairement à l'administration intraveineuse, où je vous le rappelle, il y a une biodispo à 100%, et on va directement arriver dans le sang, et on aura très peu de pertes. C'est pour ça que des fois, on peut alterner les voies d'administration pour avoir une meilleure biodisponibilité, pour s'affranchir du premier passage hépatique, par exemple. Et on a aussi l'intra-osseuse. Bon, après, ça, c'est beaucoup moins utilisé, mais c'est quand même quelque chose qui est à noter. Donc, une fois que notre molécule passe, elle va passer par différentes membranes biologiques et on note différents transferts, c'est-à-dire des membranes qui vont être plus ou moins perméables à cette molécule. Et en fonction de cette perméabilité, on va avoir un transfert qui va être réalisé. Donc on a un transfert passif, donc c'est le premier qu'on va voir, et qui est non saturable. Ça veut dire que on peut pas le saturer et les molécules peuvent passer librement, entre guillemets, enfin librement, dans le sens où il y a plusieurs molécules qui peuvent passer en même temps, c'est surtout ça. Ensuite, il est non soumis à la compétition, donc c'est un petit peu ce qu'on reprend au-dessus, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs qui peuvent passer en même temps, il n'y en a pas une qui va se disputer la place de l'autre. Donc les molécules peuvent passer de manière plus facile, et il ne demande pas d'énergie, et il sera bidirectionnel. Voilà. Et on peut avoir des mouvements qui sont transcellulaires, paracellulaires, etc. Mais ça, vous le reverrez en biocé, je pense. Et il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc il dépend du gradient de concentration, donc du plus concentré vers le moins concentré. Ça, vous l'avez déjà vu, je pense. Et il faut que le médicament soit liposoluble, non ionisé et libre. Voilà, donc non fixé à une protéine plasmatique, parce que sinon il va suivre cette protéine et il ne passera pas tout simplement la membrane, car il sera plus haut pour moléculaire, etc. Et ça va, entre guillemets, empêcher. Donc il faut qu'il soit libre pour passer le plus facilement possible, et qui sera surtout sous l'objet d'un transfert passif. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là vous avez l'exemple. Je pense que ouais, vous pouvez le retenir, il n'y a pas de problème, mais voilà, surtout comprendre, et après vous voyez l'exemple, il n'y a pas de souci normalement avec ça. Donc ensuite, on peut utiliser des transporteurs. Donc les transporteurs, c'est comme on a vu tout à l'heure avec par exemple, quand c'est fixé à une protéine plasmatique, ça veut dire qu'on va être, la molécule va se fixer à un transporteur pour pouvoir passer différentes membranes. Et bien ici, c'est quelque chose qui peut être réalisé, et donc voilà. C'est de l'ordre des transporteurs protéiques surtout, quand on est dans le sang par exemple, avec l'albumine, et voilà. Ensuite, on a une diffusion qui va être facilitée. Le médicament dont la structure est proche des molécules du métabolisme de base, ça suit le sens du gradient, c'est saturable là par exemple, parce que quand il est occupé avec une molécule, il n'est pas avec une autre, donc forcément c'est ce que je vous ai dit, il n'y a qu'une molécule qui va pouvoir passer en même temps, et c'est pas comme les autres où on peut avoir un phénomène d'agglutination avec plusieurs molécules qui peuvent passer en même temps, donc ça c'est très important. Et ensuite, on a le transport actif, donc lui fait intervenir des transporteurs. Donc c'est par exemple comme vous avez l'habitude de voir dans les pompes, par exemple une pompe qui va faire rentrer un plus, sortir un moins, ou sortir un plus, rentrer un moins, etc. Les pompes qu'on a, par exemple la pompe K+, ça c'est transport actif en fait, c'est une protéine qui va être à la membrane et qui va réaliser le transport. Donc voilà, il n'y a pas trop de difficultés avec ça. On vous demande de distinguer deux familles de transporteurs. Donc je vous conseille de les apprendre. Et même de manière générale, à tout ce qui est en gras ici, ça peut vraiment faire l'objet de questions au concours. Ils aiment bien vous poser tout ce qui est en gras, là, il faut apprendre par cœur. Je vous l'ai pas dit, mais pour moi, ça faisait sens. C'est quelque chose qui peut vous faire tomber. Donc voilà, par exemple, ici, saturable, ils peuvent vous mettre non saturable, etc. Donc voilà, quelque chose qui est à apprendre plus plus. Et donc on revient pour ces deux familles de transporteurs. Moi, ce que je vous conseille d'apprendre, c'est vraiment de manière par cœur. Il n'y a pas de... Moi, je vous conseille pas d'avoir de perdre du temps dessus et de vraiment comprendre. Moi, je l'avais appris par cœur, et je me rappelle que je répondais très bien aux questions, donc voilà. Vous savez que les transporteurs SLC, c'est au pôle basolatéral, et c'est l'entrée dans la cellule, voilà, tout simplement. Et les transporteurs ABC, c'est aux deux pôles et qui permettent la sortie, voilà. Moi, je vous conseille de vraiment distinguer ces deux-là en faisant les différences d'action des deux, et vraiment de les apprendre par cœur, parce qu'en vrai, il y a très peu d'explications, et je pense que c'est pas utile pour moi. Donc voilà.
Donc, le médicament, une fois qu'il est administré, il va être absorbé. Donc, vous vous doutez bien qu'il va être absorbé de différentes façons. Et en fonction de son, donc, du coup, de son site d'administration, il va avoir une plus ou moins bonne absorption pour atteindre la voie sanguine, en fait, tout simplement. Ça dépend si on a un effet de premier passage, comme on a dit ici. Donc, l'effet de premier passage, c'est plus souvent euh, voilà, ici, bon, ils le disent pas, mais c'est souvent l'effet de premier passage hépatique. Donc, de son site d'administration à son arrivée, dans la circulation générale, le médicament peut être biodégradé et éliminé. Donc, c'est surtout hépatique parce que c'est le foie, comme vous le savez, qui est le plus grand métaboliseur du corps et qui dégrade le plus les médicaments. Donc là, c'est pas écrit, mais souvent vous allez voir effet de premier passage hépatique. Donc, ne soyez pas choqués si vous voyez cette notation. Ensuite, on va parler de toutes les voies qu'on peut parler. Donc on a la voie orale, donc voilà, donc ça va sensibiliser le tube digestif, comme vous vous doutez bien. Normalement, on en a en, pardon, en anatomie, vous l'avez vu au premier semestre, donc voilà, tout ce qui va être de la sphère digestive, ça vous maîtrisez. Et en fait, le but, c'est d'atteindre la circulation générale avec euh, ces différents passages, etc. Ça va notamment être métabolisé par tout ce qui est le foie, etc. Et on verra comment l'absorption se fait. Donc on voit qu'il y a différentes caractéristiques de molécules, enfin pour la molécule, donc poids moléculaire, organisation, lipophilie. Voilà, donc ça dépend de la membrane, le temps de contact. Donc voilà, ça c'est pas trop d'explications en vérité. Mais surtout retenez tout ce qu'il y a en gras parce qu'en fait ça ils aiment bien le faire tomber. Donc voilà, comme je vous ai dit là on a un premier captage hépatique, donc passage hépatique, et qui va permettre une élimination, une métabolisation surtout par le foie, et qui va dégrader le médicament. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est à vraiment bien retenir, c'est encadré, donc retenez tout ce qui est en gras, et normalement, il n'y a pas trop de difficultés avec ça, pas trop besoin de vous l'expliquer. Et donc voilà, si la perte est trop importante, le médicament ne pourra pas être administré par voie orale. Bon, c'est la plus facile à administrer, comme vous doutez bien, pratiquement tout le monde arrive à déglutir et à prendre un médicament par voie orale, mais si la biodisponibilité n'est pas bonne, c'est-à-dire que le médicament possède trop de pertes lorsqu'il va être métabolisé par le foie, on va pouvoir faire une rotation des voies d'administration et donc s'affranchir du premier passage hépatique qui ici là est trop important. Donc, pour s'affranchir du premier passage hépatique, la première voie qu'on peut penser, c'est la voie parentérale. Donc, c'est quand la voie orale, elle n'est pas possible euh, et qu'on a besoin d'avoir recours à cette voie pour que le médicament ne soit pas trop métabolisé, qu'il n'y ait pas trop de pertes. Donc, les inconvénients, c'est les douleurs, infections, problèmes locaux, ça vous vous en doutez. C'est quelque chose qui est assez invasif et qui peut parfois susciter la réticence de certains patients. Voilà, tout simplement. Et ça peut aussi concerner la voie intradermique, intra-artérielle, intra-articulaire, sous-arachnoïdienne pour le système nerveux. Et aussi on a la péridurale, donc ça c'est quand par exemple les femmes se font accouchent, donc voilà, on fait une petite piqûre. Et ça va très bien. Voilà. Ensuite, on a une autre voie, c'est la voie sublinguale. Donc en fait, ça c'est la voie qui a sous la langue en fait. Et ça va directement être relié aux veines qu'il y a donc dans la veine cave supérieure, donc directement sur votre cou. Et en fait, ça permet de ne pas avoir de premier passage hépatique parce qu'on va directement aller dans le sang en fait. Donc ça c'est une voie qui est très peu utilisée, et très peu connue, mais qui est très très utile. Donc on l'utilise de plus en plus. Et après, on a la voie rectale, donc c'est le passage dans les veines hémorroïdales, ça vous le savez. On a des veines, etc. Et c'est un intérêt chez l'enfant parce que, comme vous savez, l'enfant a beau. Enfin, quand il parle d'enfant, il parle de très jeune enfant, car l'enfant a des problèmes pour déglutir. Et on va pas donner un comprimé à quelqu'un qui a moins de 2 ans, par exemple, ou 1 an. Et on va donner tout simplement tout ce qui est suppositoire, etc. Et ça va très bien être assimilé par l'enfant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé. Ensuite, on a la voie transdermique. Donc ça, c'est utilisé en fait pour tout ce qui est solution injectable. Donc c'est pas mal. En fait, on va coller un patch et qui va permettre de délivrer une dose en continu en fait pour pouvoir avoir une action sur la voie générale, sur la voie systémique. Et ça peut être sous différentes formes. On a le patch de nicotine par exemple pour tout ce qui va être des substrats nicotiniques pour pouvoir se sevrer. Et on a aussi le patch MLA quand vous voulez par exemple vous faire opérer ou etc. Quand vous avez une intervention, ça peut vous anesthésier, ça vous réduit très fortement la douleur. Ensuite, on a la voie nasale, donc il y a une action locale, mais on a un passage systémique.
qui va être possible. On a la voie conjonctivale, bon ça c'est oculaire pardon, et ouais, c'est pour les collyres, etc. Ça c'est vraiment pour toute la sphère ophtalmologique, mais il y a quand même un passage systémique qui peut être possible quand par exemple on prend des antibiotiques. Et on a la voie pulmonaire, donc ça c'est par inhalation, donc lorsqu'on a de l'asthme, etc., c'est quelque chose qui est pas mal utilisé. Mais on a une action qui peut être locale ou systémique, ça c'est très important. Donc bien sûr, la structure des atteintes dépend de la taille des particules. Au plus les particules sont lourdes et grosses, au plus elles vont être retenues dans la sphère ORL, donc tout ce qu'il y a là. Et au plus les molécules sont petites et volatiles, au plus elles peuvent aller dans la sphère pulmonaire et dans tout l'arbre qui est avec tous les alvéoles, etc. Donc l'arbre pulmonaire, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Aussi, on a les voies vaginales, donc infection locale, etc. Ça, je pense que c'est pas très compliqué. Et la voie intra-utérine avec les stérilés notamment, qui est un moyen de contraception. Donc voilà, vous les retenez tout simplement. Le but c'est de comprendre. Hein. Ils vous poseront peut-être des questions sur local ou systémique, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés. Donc voilà, là je pense qu'on va s'arrêter parce que ça fait quand même 15 minutes qu'on est dessus et on reverra donc le cours dans une seconde partie. Là c'est un cours qui est assez long, donc j'ai préféré vous donner beaucoup d'explications et si vous avez notamment des questions sur ce que je viens d'évoquer, n'hésitez surtout pas et on se retrouve pour la deuxième partie.